Hello les icos, c'est Cam de la chaîne Musical Room et dans cette vidéo, on va parler des musiques de la BO du premier volet de Kaamelott avant la sortie du film. Donc cette vidéo est une sorte de pari pour qu'on se rende tous compte de l'étendue des informations que la musique peut nous donner à elle toute seule. Dans cette vidéo, j'ai décidé de ne m'arrêter que sur les morceaux que je trouve essentiels à l'analyse de certaines intrigues du film. J'ai terminé l'analyse de tous les morceaux, mais j'ai juste pas le temps de faire une aussi grosse vidéo avant la sortie du film en fait. Et vu que j'ai pas l'occasion de tout vous servir sur un plateau comme j'aurais bien voulu, je vais me contenter de détailler quelques morceaux et de vous donner au passage les clés que j'ai pour que vous puissiez peut-être comprendre par vous-même tout ce que je n'aurais pas le temps de dire. Et mon but c'est surtout qu'un maximum d'entre nous prêtent autant attention à la musique qu'à ce qui se passe à l'image quand on verra le film. Du coup, je vais vous parler des interventions des thèmes musicaux et de leur mise en scène musicale, en vous illustrant ce qu'on imagine se passer dans les scènes associées, en se basant sur la musique, mais aussi avec l'appui des trailers, les affiches et les interviews d'Astier, pour avoir un appui visuel notamment. Bien sûr, on risque de se gourer sur plein de choses, parce que c'est un pari avant le film, je vous le rappelle, je précise ça pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo après la sortie du film, et en réalité c'est tant mieux si on se trompe, parce que sinon ça voudrait dire que tout est attendu. Mais bon, faut quand même que je prévienne qu'il y a un risque de spoil, pour ceux qui regardent cette vidéo avant d'avoir vu le film, seulement si on se trompe pas. Alexandre Astier, comme la majorité des compositeurs que j'adore, compose par thèmes musicaux. C'est pourquoi le gros du travail d'analyse de ces musiques, c'est d'abord de savoir quels thèmes interviennent dans un morceau, pour ensuite savoir ce qu'ils ont à nous dire. La difficulté est de réussir à localiser un leitmotiv qui subit de grosses variations musicales pour s'adapter au contexte et à ce qui se passe à l'image. Aussi, c'est plus difficile de repérer un leitmotiv quand il est incomplet, avec qu'un seul petit morceau du thème qui intervient discrètement, mais dont la présence est révélatrice de beaucoup de choses. On va donc beaucoup parler des thèmes récurrents au sein des morceaux, et ce sont eux qui vont créer des liens entre les personnages. Et pour savoir ce qu'un thème a à nous dire, on a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour le principal des choses qu'on a à prendre en compte, on a la manière dont est joué le thème, ce qui implique l'émotion et la couleur qui en ressort. Ensuite, on a le moment de l'intervention du thème dans le morceau et dans la BO en son entier, car je pense que les morceaux sont de base disposés dans l'ordre chronologique, mais il faut savoir qu'un morceau d'une BO n'intervient presque jamais en entier en une seule fois dans un film, et il peut intervenir plusieurs fois aussi. Et c'est pour ça que quand on écoute les morceaux de la BO de KV1, ils sont souvent découpés en plusieurs phases, avec des changements d'ambiance radicaux en plein milieu du morceau, entre lesquels il y a une longue pause permettant une découpe des pistes. Et je pense que ça explique le fait qu'Alexandre Astier ait précisé en interview que les morceaux ne sont pas nécessairement disposés dans l'ordre dans la BO, et en fait, je pense que c'est juste que parfois, il y a une partie d'un morceau qui accompagne une scène, après on passe à une autre scène avec peut-être un autre morceau entre-temps, puis on revient à la suite du premier morceau avec une autre phase musicale accompagnant soit la suite de la scène laissée en suspens, soit carrément une autre scène en fait. La troisième chose principale à prendre en compte, c'est les instruments utilisés. Pour donner des règles générales qui peuvent être transgressées ou associées pour moduler l'ambiance finale à souhait, on a les cuivres qui sont souvent utilisés pour les passages épiques, les bois aigus type flûte traversière pour du féerique, les carillons pour de la magie, le tambour militaire pour une scène de guerre, le carillon tubulaire pour reproduire un son de cloche d'église ou de mort ou une ambiance sombre et inquiétante tout simplement. En gros, on a beaucoup de choses à voir. Dès le tout premier morceau de la BO, le thème d'Arthur intervient. Il fait partie des thèmes qu'on connaît depuis le livre 5 évidemment, donc vous savez déjà tous le reconnaître. Peut-être, n'empêche que moi, je préfère quand même quand c'est vous. Le thème d'Arthur, on l'a entendu dès le teaser de la bande-annonce, celui qui était sorti en 2020. Bon, là on fait une parenthèse sur le teaser de la bande-annonce. On entend le thème d'Arthur à la toute fin en boîte à musique. Quand on entend cette boîte à musique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le générique des livres 5 et 6. Mais le truc, c'est que dans les musiques du générique, il y a le thème d'Arthur qui est intégré. Et le morceau de thème choisi, en l'occurrence, il nous disait qu'Arthur serait là, parce que c'est un morceau du générique où le thème d'Arthur intervient. Je vous en ai beaucoup parlé de l'utilisation des sonorités de la boîte à musique dans mon épisode 2.1 sur Mêlé à Gand. On sait donc déjà quelles questions se poser, donc je reviens pas en détail là-dessus. Comme je l'avais expliqué, la boîte à musique, ça marche toujours pour montrer la vulnérabilité du personnage, avec une sonorité qui rappelle l'enfance, mais de manière sombre pour nous remémorer qu'Arthur se trouve dans une situation pas cool. Dans tous les cas, Arthur apparaissait dès le teaser de la bande-annonce, subtilement pour certains, mais de manière putain d'évidente d'un point de vue musical pour qui l'écoute. Il est placé à la toute fin sans apparaître à l'image, et ça a bien marché finalement, vu que beaucoup sont tombés dans le panneau en pensant qu'Arthur n'était peut-être pas dans le film.
Sinon, dans la BO cette fois-ci, on entend le thème d'Arthur dès le premier morceau, Abordage en mer Rouge. Le thème d'Arthur intervient 2 fois, au milieu et à la fin du morceau. Au milieu du morceau, il est joué par des cuivres de manière épique, accompagné par des cordes, ce qui, dans un premier morceau, sert bien d'annonce qu'on assistera à des scènes épiques avec le héros pendant le film. À la toute fin du morceau, ce sont les mêmes instruments qu'il interprète, mais il est joué très lentement et de manière à chercher une dissonance, ce qui traduit le fait qu'Arthur ne soit pas dans une bonne posture au début du film. Du coup, je vais vous porter dans mon imagination en décortiquant la musique. Nous sommes donc au début du film, après l'appel au corps, on a un thème narquois, avec une percussion qui rappelle un son de galère. La mer est calme, ça on peut le deviner avec les nappes aux cordes aiguës, et cette petite montée de notes là, c'est celle-là qui fait très narquoise. Ça sent le voleur, la personne furtive, l'espion, ou le traître même, qui tente quelque chose pendant l'abordage ou le sabordage. Étant donné que le thème d'Arthur intervient dans ce morceau, à ce niveau-là on peut se demander si c'est Arthur qui se cache sur un bateau ou si c'est une personne à la recherche d'Arthur. La musique appuie constamment sur le côté mystérieux de la scène avec des points en demi-ton qui sont en dissonance avec les cordes qui, seules, produisent déjà un accord malaisant. La harpe joue également de courtes phrases aux notes qui ne sont pas en harmonie avec le reste des instruments, appuyant encore plus sur le côté étrange. À ce moment-là, le film ne nous dit pas encore tout, mais il laisse traîner des indices pour nous poser les bases de l'intrigue. En tout cas, on a un personnage furtif. Et il est possible qu'on ne voit pas encore qui est cette personne à l'écran, ou au moins on sait pas ce qu'elle prépare. Tandis que l'abordage semble lancé avec les 4 coups de percussion et signifié par la musique qui accélère, on entend les 4 mêmes notes montantes qu'au début, qui s'enchaînent rapidement. Le fait que ce soit le même petit thème qu'au début qui est répété en boucle, peut vouloir dire que la personne mise en scène au début, qui était furtive, est pressée par la suite des événements. Et le fait que ce thème de 4 notes ne fasse que de monter en hauteur, au même titre que notre intonation de voix quand on pose une question, ça semble accompagner le fait qu'on ne sache pas ce qui se passe exactement dans la scène, qu'on ne sache pas qui est cette personne à qui appartient ce mini-thème musical, et quel est son rôle dans l'histoire. C'est un thème dont on doit se souvenir parce qu'il revient plus tard. La scène nous fera directement nous poser des questions, dès le début, pour nous plonger dans le bain immédiatement et nous accrocher seconde une. Je vous avais déjà dit que le thème d'un personnage peut être joué alors qu'il n'apparaît pas à l'écran, et dans ce cas-là, la scène concerne tout de même le personnage dont le thème est joué, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a donc peut-être pas encore aperçu Arthur à l'image, ou alors il est dissimulé par un déguisement, et dans ce cas-là, ce qui se passe dans la scène le concerne tout de même directement, vu qu'on entend 2 fois son thème musical. Ces 4 notes montantes interviennent dans plusieurs morceaux de la BO. On sait donc qu'il s'agit d'un tout petit thème à part entière. Il intervient dans Hydromancie à 29 secondes, il intervient ensuite dans Le Talon de l'Aiguë à 18 secondes et 37 secondes, il intervient aussi dans Collègue l'étrangleur à 17 secondes, et dans Prêt pour l'aventure à 26 secondes. J'ai peut-être manqué d'autres de ces interventions que je trouverai sûrement plus tard s'il y en a. Donc là, on va quitter Abordage en mer Rouge un petit peu, et je fais un saut avec vous dans ces musiques-là, qui sont reliées au personnage du traître ou de l'espion, comme je l'appelle. Comme ça, on va comprendre ensemble un peu qui il est et avec qui il se retrouve pendant le film. Dans Hydromancie, on a un tout nouveau thème qui apparaît dès l'augure de Fraganant. On reviendra dessus rapidement, car ce thème intervient dans de nombreux morceaux de la BO. On va l'appeler le thème du personnage mystère pour le moment. On est en présence d'un contexte magique, puisqu'il y a un carillon à 21 secondes. En fait, je peux dire dès maintenant que le personnage mystère est un personnage qui est lié à de la magie, parce qu'à chaque fois qu'on entend son thème dans un morceau, on entend aussi un carillon. Et on a ensuite le thème du jurisconsulte qui intervient. Et là, vous allez peut-être me demander c'est quoi le thème du jurisconsulte ? En fait, pendant la débandade du royaume, à partir du moment où Arthur n'a pas retiré l'épée dans le livre 5, un thème très sautillant animait les épisodes. Il se perd dans sa paperasse. Il est en panique. Indubitablement. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse à la paperasse, moi? Qu'est-ce que vous faites quand vous rangez? Éclairez-moi. Vous prenez tout ce qui est en papier dans le château, vous faites un tas? Je fais ce que je peux. On entendait ce thème avant l'arrivée du jurisconsulte parce que la musique était au courant avant nous que ce jurisconsulte allait arriver. Et ce thème, on le reconnaît bien par son petit côté comique, même si ce côté comique, justement, est amoindri dans la BO. Mais ce thème du jurisconsulte, il me fait tellement penser à une musique de Fable. Quand je regarde le livre 5, j'ai toujours envie de jouer à Fable après. Ah bravo, ça alors pour être désagréable, alors là, on est le premier, hein. Démerdez-vous. Donc comment ça, y a pas de soyez pas grossier. Vous avez vu? Et cette musique est une variation du morceau qu'on entend au tout début de l'épisode du Royaume sans tête. Et
c'est pour ça qu'on peut attribuer ces deux variations autour du même thème autant au jurisconsulte qu'à l'entité du royaume sans tête, en fait. Donc le traître est en présence du personnage mystère et du jurisconsulte. On va peut-être avoir Lot également. On a Lot également, à 50 secondes. Bon, là tout de suite vous l'entendez peut-être pas, le thème de Lot, mais j'expliquerai en détail tout de suite parce qu'on reviendra sur son thème en particulier dans la prochaine partie. Donc je pense qu'on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que le personnage mystère est en fait Lancelot. Car il n'avait pas de thème qui lui était propre, Lancelot, dans le livre 5, il récupérait seulement le thème de Méléagant. Donc ça paraît logique qu'arrivé au film, Alexandre Astier ait dû composer un thème pour Lancelot. Ce qui expliquerait qu'on entende son thème dans de nombreux morceaux, vu que Lancelot est un personnage central de l'histoire forcément. Mais bon, on y reviendra plus tard. Le Talent de l'Aiguë est une musique épurée qui accompagne certainement une scène de dialogue ou de préparation, ou d'action en cours avec un côté stratégique. Ce sont les percussions qui y font penser. Le thème de la résistance intervient, ainsi que celui des jeunes aventuriers. On sait donc que le traître sera en présence de personnages de la résistance, ainsi que des jeunes aventuriers. On ne sait pas qui sont ces jeunes aventuriers, vu que le thème est tout nouveau. Moi j'aurais penché pour eux, qui sont jeunes et nouveaux. Vu le moment et la manière dont intervient le thème du traître dans ce morceau, on dirait qu'il prend part pleinement à la discussion, et les autres personnages écoutent son avis. Pour moi, il est en mode infiltré chez eux. Il est là pour espionner. Collègue l'étrangleur est un morceau qui se divise en deux phases. La première moitié semble mettre en scène un méchant en pleine action, donc collègue j'imagine, et le thème du traître intervient très violemment. Donc il est en action également. Peut-être qu'il se découvre à ce moment-là, qu'il se trahit pour de bon. Ce qui me fait me dire ça, c'est que dans la deuxième moitié du morceau, on entend le thème de la résistance, avec un style de jeu très épuré également, ce qui fait penser à une scène d'attente avec quelques dialogues. Mais, surtout, écoutez ce petit thème à 37 secondes. C'est un style de jeu qui rappelle énormément le style de musique des séries de funky flics américains genre Starsky & Hutch. Et qui de mieux que Caradoc et Perceval pour endosser ce thème, franchement? Les deux qui se prennent pour des détectives de génie. Il y a un point qu'on n'arrive pas à résoudre. Voilà. Non mais ils sont forts, ils sont vraiment forts. Et ben moi je pense qu'ils ont réussi à démasquer le traître à ce moment-là, d'où le thème du traître joué très violemment, et le thème à la Starsky & Hutch. Le morceau se termine sur le thème du traître. Comment Perceval et Caradoc vont-ils s'en débarrasser maintenant? Enfin, dans Prêt pour l'aventure, on ne peut pas dire grand-chose maintenant puisque cette musique rassemble énormément de thèmes de personnages différents et c'est la grosse musique d'action de fin du film. Donc le traître est sûrement présent pendant l'action de fin du film, c'est ce qu'on peut retenir pour le moment. On revient donc au traître, ou à l'espion, ou à ce que vous voulez, mais à celui qui a ce petit thème de 4 notes. Je m'étais dit que ce traître bosse peut-être pour Lot, étant donné que ces 4 notes très rapides ressemblent au début du thème de Lot que l'on verra dans la musique suivante. Et depuis la bande-annonce, et cette scène-là avec Vennec qui semble être sur un bateau au Moyen-Orient attaché par Alzagar, le fait qu'on voit Alzagar en Bretagne également avec la cage, où j'imagine se trouvaient des membres de la résistance, je me suis demandé si le traître n'était pas Alzagar. Mais après, Alzagar est avec Vennec chez le duc, à la recherche d'Arthur, avec le duc qui a l'air tout content comme d'hab, mais la duchesse qui a l'air d'engueuler Alzagar. Pas possible d'être largué à ce point-là. Donc si le duc n'est pas au courant de plans tordus de sa femme, ça pourrait expliquer une histoire plus tortueuse. Peut-être quand même en rapport avec Lot finalement. La duchesse et Lot dans le même camp avec Alzagar à leur service. Je pars trop loin là? Ouais, peut-être. Bon, on continue. Dès le deuxième morceau, Le péché de Lancelot, on entend d'ailleurs exclusivement le thème de Lot. Dès le deuxième morceau, Le péché de Lancelot, on rejoint la team de Lot. Dans ce morceau, on entend exclusivement le thème de Lot. J'aurais vraiment préféré avoir pu faire ma vidéo sur le thème de Lot dans le livre 5 avant d'avoir à traiter son thème dans les musiques du film. Parce qu'il n'est pas si simple que ça pour tout le monde et il faut bien l'avoir en tête pour réussir à entendre certaines de ses interventions dans les musiques du film. J'ai toute une explication pour le reconnaître facilement, mais franchement, là on n'a pas le temps de se lancer là-dedans. Je vous fais écouter rapidement le thème de Lot dans le livre 5 déjà. Très
rapidement, et je reviendrai en détail là-dessus dans la vidéo sur Lot, vous inquiétez pas, le thème de Lot a été composé selon la gamme chromatique et non diatonique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte 7 notes comme on a tous appris au moins en cours de musique au collège, mais 12 notes, donc toutes les touches blanches comme noires du clavier en fait. Et c'est pour ça que ça donne une musique avec plein d'altérations, donc des changements entre dièse, bémol et bécard, et avec un enchaînement de notes particulier que notre oreille est beaucoup moins habituée à entendre, et c'est ça qui rend ce thème aisément identifiable dans la BO. Si vous avez toujours du mal à l'identifier, vous pouvez ralentir le thème de Lot dans le livre 5, genre en 0,5, vu qu'il est joué plus rapidement que dans la BO. Le morceau commence avec une percu et un son de carillon tubulaire. Tu sens que l'ambiance va pas être en mode bisounours quand il y a ce son là. On est encore en sol comme dans le livre 5, donc ça nous facilite la tâche pour reconnaître le thème de Lot. On a un ensemble qui joue les 4 premières notes du thème de Lot, puis une corde basse seule qui le joue de manière sombre. Il paraît logique que lorsque le thème de Lot est joué par un seul instrument, cela représente Lot lui-même, tout seul. Quand son thème est complété par un ensemble de cordes et de cuivres de manière très assonante comme ceci, pour moi, c'est que Lot est en compagnie de personnes de son camp. Les cuivres appuient sur le fait que ce sont des dirigeants qui sont présents dans la scène. Les 4 premières notes du thème de Lot, répétées de la même manière, me font penser au fait qu'il reste bloqué sur une idée et la discussion a du mal à avancer. Par contre, le fait que juste après cela, on a une répétition du thème de Lot par des cordes basses seules qui tendent vers le sombre, cela donne l'impression que Lot n'est pas satisfait du contexte dans lequel il se trouve. Le fait qu'il y ait plusieurs instruments qui jouent le thème de Lot en s'accompagnant parfois et en se faisant des questions-réponses à d'autres moments, genre à 40 secondes, ça fait penser qu'on est peut-être dans un moment de prise de décision collective face à une situation dans laquelle l'Orcanie n'est pas forcément à son avantage. C'est pas une scène très active. Les questions-réponses s'enchaînent par des phrases entrecoupées de pauses, ce qui démontre à mon avis une indécision. Parfois, seulement les 4 premières notes du thème de Lot sont jouées. Parfois, on rajoute une note, ça veut dire qu'on avance dans la prise de décision. À 33 secondes, les cordes graves représentant Lot jouent plus de notes, on avance encore. Réponse des cordes aiguës, intervention d'autres personnages qui semblent toutefois hésiter jusqu'à 1 minute 16, et c'est seulement à 1 minute 17 que la musique se met en place vers quelque chose de résolu et de rythmé, même si on reste dans une ambiance sombre. Avec la fin puissante et plusieurs coups d'accord avec une intervention de cuivre, on arrive face à un problème de grande ampleur. Ce problème, qu'est-ce que c'est ? Ce fameux péché de Lancelot, j'imagine. Lancelot n'a pas dû faire ce qui était convenu avec Lot, ce qui doit causer un réel problème, ce qui expliquerait que dans la bande-annonce, la team Lot, Dagonet, Père Blaise et le jurisconsulte attaque la team Lancelot, Sting et la Punk avec des éclairs, un bouquin et une carte. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement relier Lancelot à ce morceau. Donc comment expliquer qu'un morceau avec seulement Lancelot dans le titre ne laisse entendre que le thème de Lot ? Si on se replace à la fin de la saison 6, Lancelot est à la tête de la Bretagne, et Lot, forcément, il se range du côté du puissant, comme d'hab. Mais on sait aussi qu'il ne peut s'empêcher de trahir. Mais ce qui me fait me poser des questions, c'est que tout ça, on le sait, c'est tellement attendu que c'est ce qu'Alexandre Astier a choisi de montrer dans la bande-annonce. Donc, je pense que les relations entre les personnages seront beaucoup plus complexes que de se réduire à leur archétype que l'on connaît si bien. La surprise, Seigneur Dagonet. Vous êtes toujours désespérément là où on vous attend. Vous n'avez pas le sens du coup de théâtre. C'est pour ça que le péché est intriguant, je pense qu'il fait partie des choses qui vont rendre la relation entre Lot et Lancelot, ou plus généralement l'Orcanie et Lancelot, plus profonde qu'un simple dominant avide de tuer son némésis Arthur et dominé avide de trahir et récupérer le pouvoir. Lot est donc certainement en présence de ses alliés uniquement, car l'on entend seulement son thème. La lenteur des phrases musicales et leur entrecoupement par de longues pauses laissent de la place à des dialogues, donc on a sûrement affaire à une scène de discussion qui a du mal à avancer. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut être surpris par Lot. La fin de la musique est surprenante, tout comme le coup de théâtre qu'il est bien capable de faire, soit dans le premier film, soit dans les suivants. Ok, c'est bon, je suis prêt à enregistrer mes parties. Y a un truc que je t'ai pas dit en fait.